Tu es en direct. C'est bon. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans le 6e épisode de Histoire de Renaissance. On va vous laisser vous connecter quand il n'y a personne pour l'instant. Je vais refaire le speech après quand il y aura 3-4 personnes. Il faut partager le lien. Il faut me l'envoyer. Comment je vais... Tac. C'est fait. Ok. Là, les gens sont en train de se connecter. N'hésitez pas à partager le live à vos contacts. Nous serons très ravis qu'ils se joignent à nous pour cet épisode qui est quand même sur un des personnages phares de l'histoire du Cameroun, à savoir Martin Paul Samba, que vous attendez depuis 2 semaines déjà. On va attendre, dans 2 minutes on lance. Donc connectez-vous massivement et partagez le direct. Ah d'accord, j'ai pas commenté le nom. N'hésitez pas à partager le live autour de vous. On va parler de Martin Paul Samba, ou devrais-je dire Isamba. Bonsoir, Pani. Marcel, tu as le bonsoir d'un de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Bonsoir, Doc. Est-ce qu'on va faire une parenthèse sur la santé ce soir? On verra. On verra. Mais n'hésitez pas, si les thèmes qu'on évoque vous évoquent une question sur la santé, on peut justement faire le parallèle et en profiter pour vous donner la vision du MRC sur la question de la santé, effectivement. Et pour tous ceux qui sont volontaires, vous pourrez monter et participer à l'échange. On vous enverra le lien pour participer en direct à la conversation. Donc, il est 5, hein. Marcel, je te propose qu'on lance, sauf si tu veux encore patienter. Ok, donc on va commencer. Est-ce que André est avec nous? Oui. Ok. You have the floor. Merci pour ton introduction pour la moins courte et rose. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode consacré à Paul Samba, le précurseur de la résistance camerounaise. Martin Paul Samba naît sur le nom de Mebenga Ebono en 1875 près d'Eboloa. Et il est l'une des premières figures de la lutte anticoloniale au Cameroun, issu d'une famille Boulou. Il grandit dans un contexte de domination allemande marqué par l'exploitation et la violence. Formé comme officier militaire en Allemagne, il retourne au Cameroun pour servir les colons allemands. Mais face aux injustices flagrantes et à la souffrance de son peuple, il choisit de se retourner contre ses anciens employeurs. Chef militaire et chef traditionnel, Samba utilise son influence et ses compétences pour organiser un mouvement de résistance. Sa vision dépasse les intérêts locaux
Il rêve d'un Cameroun uni et libre de toute domination étrangère. Ses actions en font un pionnier du nationalisme camerounais, bien avant les mouvements organisés au XXe siècle. Fusillé en 1914 par les autorités coloniales allemandes, il laisse un héritage indélébile. La vie de Martin Paul Somba est un exemple de courage et de résilience face à l'oppression. De militaire formé par les Allemands résistants anticolonial, il incarne le passage d'une collaboration imposée à la révolte active contre l'injustice. Son sacrifice pour la liberté en fait un précurseur des luttes qui suivront, de la résistance allemande à l'indépendance du Cameroun en 1960. À travers ce récit, cet épisode, nous explorons les étapes marquantes de la vie de Martin Paul Somba, son ascension en tant qu'officier, sa transformation en résistant, et l'héritage qu'il laisse en tant que martyr de la quête de la liberté au Cameroun. Prochain slide, s'il te plaît, Marcel. Martin Paul Somba, né sur le nom de Mbenga Mbono en 1875 à Ebolova, dans le sud du Cameroun, est issu d'une famille de classe moyenne. À cette époque, la région fait partie de la colonie allemande, administrée sous un régime qui combine exploitation économique et violence systématique. Malgré ce contexte difficile, le jeune Mbenga se distingue par son intelligence et son aptitude à apprendre, attirant l'attention des autorités coloniales allemandes. En 1891, Martin Paul Somba est envoyé en Allemagne par Kurt von Morgan, un explorateur allemand qui le prend sous son aile. Ce voyage est une opportunité rare pour un jeune Africain à l'époque coloniale, marquant le début de son immersion dans les structures européennes. Martin Paul Somba est intégré à une académie militaire allemande où il reçoit une éducation formelle en tactique militaire, discipline et gestion des troupes. Pendant cette période, il adopte le nom de Martin Paul Somba. Vous remarquerez que c'est né qu'en 1891 que Martin Paul Somba, né Mbenga, est appelé Martin Paul Somba à son intégration des colonies de l'armée des troupes allemandes. Ce choix reflète à la fois son baptême chrétien et son intégration dans le système allemand. Il devient également un fervent chrétien protestant, influencé par les valeurs et l'enseignement reçus dans les écoles missionnaires en Allemagne. À son retour au Cameroun en 1894, Martin Paul Somba est affecté comme officier dans les forces coloniales allemandes. Il participe à plusieurs expéditions militaires visant à soumettre des tribus locales récalcitrantes, un rôle qu'il exerce avec discipline et efficacité. Ces missions, bien qu'accomplies avec succès, l'exposent à la réalité brutale de la domination coloniale, pillage, exécution, sommaire et exploitation des populations locales. Malgré son rang élevé au sein de l'armée allemande, Somba commence à ressentir une dissonance entre son rôle de militaire et les valeurs humaines qu'il a développées au cours de sa formation chrétienne. Ces contradictions plantent les premières graines de sa future rébellion contre l'ordre colonial, autant pour moi. En 1910, Martin Paul Somba est nommé chef traditionnel des Boulous, un titre qui renforce son influence parmi son peuple. Son rôle le rapproche davantage des préoccupations des communautés locales, confiscation des terres, lourds impôts imposés par les Allemands et exploitation des travailleurs agricoles dans des conditions inhumaines. Somba réalise que les promesses de civilisation et de progrès faites par les colons masquent en réalité un système d'oppression. Son rôle de chef local le met dans une position difficile partagée entre devoir envers les Allemands et sa responsabilité envers son peuple. Les premières années de Martin Paul Somba sont marquées par une trajectoire exceptionnelle, de fils de villageois à officier militaire formé en Allemagne. Cependant, cette immersion dans le système colonial allemand le confronte rapidement à la réalité des abus subis par son peuple, par ses formateurs. Ces expériences forgent en lui une conscience nationaliste qui le mènera, quelques années plus tard, à devenir l'un des premiers résistants camerounais contre la domination coloniale. Slide suivant, s'il te plaît, Marcel. Après son retour au Cameroun et son intégration dans l'administration coloniale allemande, Martin Paul Somba occupe un rôle central dans les forces armées coloniales, participant activement à diverses expéditions militaires contre les populations locales récalcitrantes, comme dit plus tôt.
Les années 1900 sont marquées par des politiques coloniales particulièrement oppressives dans la région du Sud Cameroun. Les Allemands imposent des taxes exorbitantes, réquisitionnant des terres pour des plantations et exploitant les populations locales à travers le travail forcé. Samba, en tant que chef militaire et chef traditionnel des Boulous depuis 1910, nous le rappellerons, se retrouve en première ligne pour observer ces abus. Les injustices infligées à ses propres compatriotes, combinées à son rôle d'intermédiaire entre les colons et les populations locales, exaspèrent son malaise. Il réalise que les promesses de modernisation et de progrès formulées par les Allemands sont en réalité de façade pour masquer l'exploitation brutale des ressources et des personnes. En 1911, un incident particulier marque un tournant dans la prise de conscience de Martin-Paul Samba. Les autorités allemandes, en nommant Karl Atangana comme chef suprême des Owondo, les Owondo autant pour moi, favorisent une ethnie rivale des Boulous, brisant les alliances locales et exacerbant les tensions ethniques. Samba, qui espérait une reconnaissance équitable dans son rôle en tant que leader influent des Boulous, se sent trahi par cette décision. C'est à cette période qu'il commence à nourrir des ambitions nationalistes. Il cherche à unir les chefs traditionnels autour d'une cause commune, résister aux Allemands et mettre fin à la domination étrangère. Martin-Paul Samba établit des contacts secrets avec d'autres leaders locaux partageant sa vision comme Madola de Batanga et Edande Mbita. Il commence également à correspondre avec des responsables coloniaux français et britanniques, espérant obtenir leur soutien pour renverser le régime allemand. Samba que la seule façon de libérer son peuple est d'organiser un soulèvement, mais il sait aussi que cela nécessite des ressources, des alliances et une planification minutieuse. En parallèle, Samba profite de son statut de chef pour collecter des informations sur les faiblesses des structures allemandes. Il utilise son autorité pour mobiliser des jeunes hommes boulous dans des activités paramilitaires, les formant secrètement aux tactiques qu'il avait apprises en Allemagne. Ces actions sont menées dans la plus grande clandestinité, car les services allemands surveillent de près les leaders locaux susceptibles de formater des rébellions. Le tournant dans la vie de Martin-Paul Samba reflète une transformation radicale. D'un officier au service de l'empire colonial, il devient un chef traditionnel engagé dans la lutte pour la liberté. Ses efforts pour organiser une résistance unifiée montrent une vision stratégique et un courage remarquable, malgré les risques énormes auxquels il s'exposait. Ce changement marque le début de son rôle comme l'un des premiers résistants à la colonisation allemande au Cameroun. Prochain slide, s'il te plaît. À partir de 1912, Martin-Paul Samba commence à poser les bases d'une révolte contre la domination allemande. Animé par une vision nationaliste et soutenu par son peuple, il travaille en secret pour préparer un soulèvement armé. Cependant, cette organisation j'ai perdu le fil, désolé, se déroule dans un climat de méfiance et de surveillance intense par les autorités coloniales allemandes, ce qui complique considérablement ses efforts. Samba établit des alliances avec d'autres chefs locaux, partageant ses idéaux tels que Madola de Batanga, nous le rappellerons. Ensemble, ils élaborent un plan visant à attaquer simultanément plusieurs installations coloniales pour déstabiliser les Allemands. Ces actions clandestines incluent la collecte des armes, la formation des jeunes combattants, la recherche d'alliances extérieures. Samba correspond toujours avec des Britanniques et des Français, espérant qu'ils soutiendront la rébellion en fournissant des armes et des ressources. Au-delà de ses compétences militaires, Martin-Paul Samba bénéficie d'une réputation presque légendaire. Selon les rumeurs, il posséderait un mouchoir blanc magique capable de bloquer les balles, un symbole d'invincibilité qui galvanise ses partisans. Ce mouchoir, bien qu'appartenant à un domaine du folklore, illustre l'ampleur de l'aura que Samba dégageait parmi les siens. Cette croyance renforce la confiance des villageois et des combattants, prêts à risquer leur vie pour la cause qu'ils incarnent. Malheureusement, ces préparatifs ne passent pas inaperçus. Les Allemands soupçonnent des activités subversives,
multiplie les enquêtes, interrogations dans la région et les interrogations dans la région. En juillet 1914, la trahison d'un informateur révèle les plans de Samba. Une lettre interceptée adressée aux autorités françaises détaille les étapes de la révolte prévues. Ce document fournit aux Allemands les preuves nécessaires pour intervenir immédiatement. Martin-Paul Samba est ainsi arrêté le 1er août 1914, alors qu'il finalise les derniers préparatifs de l'insurrection. Avec lui, plusieurs de ses alliés sont également capturés. Les Allemands, déterminés à écraser toute forme de résistance, organisent un procès sommaire accusant Samba de haute trahison et de complot contre l'empire colonial. Le rêve de liberté porté par Martin-Paul Samba est brutalement interrompu. Cependant, ses efforts pour unir les peuples du sud du Cameroun contre l'oppression coloniale marquent un tournant dans l'histoire de la résistance anticoloniale. Sa capture symbolise la fragilité des mouvements nationalistes naissant face à la machine coloniale, mais son sacrifice annonce également la persistance de la quête pour l'indépendance. Malgré l'échec de ses plans, Martin-Paul Samba incarne la détermination et le courage face à l'oppression. Ses actions soutenues par un réseau de résistants et amplifiées par la légende populaire comme celle du mouchoir magique font de lui une figure mythique de la lutte pour la liberté. L'arrestation de Samba marque la fin d'un chapitre, mais annonce le début d'un héritage de résistance qui inspirera les générations futures. Slide suivant, s'il te plaît. Le 1er août 1914, Martin-Paul Samba est arrêté par les autorités coloniales allemandes, accusé de haute trahison. La capture de celui qui incarnait la résistance anticoloniale marque un tournant dans l'histoire de la région du Sud Cameroun. Samba est jugé lors d'un procès sommaire où les preuves accumulées par les Allemands, notamment sa correspondance interceptée avec les Français, sont utilisées pour justifier sa condamnation. Le procès est rapide et expéditif, une pratique courante dans le contexte colonial pour étouffer toute forme de rébellion. Les témoignages accablants et l'absence de défense équitable scellent le destin de Samba et de ses alliés. Le 8 août 1914, Paul Samba est conduit à Ebolova où il est exécuté par un peloton d'exécution. Avec lui, plusieurs de ses partisans considérés comme ses complices subissent le même sort. Ce jour tragique marque la fin de la première grande tentative de rébellion contre la domination allemande au Cameroun. Avec son exécution, selon les récits populaires, Samba aurait tenu des propos de défiance face à ses bourreaux, affirmant que son sacrifice ne serait pas vain. Ces dernières paroles renforcent son image de héros et de martyr aux yeux de son peuple. La légende raconte que même lors de son exécution, l'aura du mystère autour de Samba perdure. Certains affirment qu'il aurait utilisé son célèbre mouchoir magique pour tenter de déjouer les balles. Si cette histoire appartient au domaine du folklore, elle illustre la place particulière qu'il occupait dans l'imaginaire collectif camerounais. L'exécution de Martin-Paul Samba vise à dissuader toute rébellion contre le régime colonial. Loin d'atteindre cet objectif, elle galvanise la résistance et inscrit Samba dans l'histoire comme l'un des plus grands héros nationalistes du Cameroun. Sa mort devient un symbole de la lutte pour la justice et la liberté. Après son exécution, les Allemands tentent d'effacer son influence en persécutant les membres de sa famille et en détruisant ses biens. Malgré cela, le nom de Martin-Paul Samba continue de résonner dans les récits oraux et les mémoires locales, transmis de génération en génération comme une source d'inspiration pour les luttes futures. Son exécution est une tragédie qui symbolise les sacrifices nécessaires pour une quête de liberté. En affrontant la mort avec courage, il laisse un héritage de résistance face à l'oppression. Son martyre marque non seulement la fin d'une révolte, mais aussi le début de son immortalisation comme une figure emblématique de la lutte anticoloniale. Slide suivant, s'il te plaît. Bien qu'il ait été exécuté,
Martin-Paul Samba est resté une figure centrale de l'histoire du Cameroun et un précurseur de la lutte pour l'indépendance. Son sacrifice et sa résistance face aux colonisateurs allemands ont inspiré des générations de Camerounais et continuent de résonner dans les récits sur la quête de la liberté et la dignité. Le souvenir de Martin-Paul Samba est soigneusement préservé dans les traditions orales et les écrits historiques du Cameroun. Son rôle en tant que chef militaire et résistant symbolise les débuts de la conscience nationaliste camerounaise. Des monuments, notamment à Ebolova, sa ville natale, et des lieux historiques portent son nom, rappelant son engagement et son sacrifice. Le monument érigé en son honneur est devenu un site de mémoire où de nombreux Camerounais viennent honorer sa bravoure et sa vision pour un Cameroun libre. Au-delà de son rôle historique, Martin-Paul Samba est également une source d'inspiration pour les luttes postérieures. Les mouvements nationalistes tels que l'UPC ont souvent évoqué son nom et son exemple pour galvaniser leurs propres efforts. Sa vie est un rappel que la quête de justice nécessite courage, organisation et une volonté inébranlable. L'héritage de Martin-Paul Samba met également en lumière les défis contemporains liés à la préservation de la mémoire historique. Si son rôle est célébré, il reste parfois éclipsé par des figures plus récentes comme Nyobe ou Félix Moumié, dont nous avons parlé la semaine dernière. Cependant, sa place dans l'histoire reste inaltérable, symbolisant le début de la lutte pour l'émancipation face à la colonisation. Dans un contexte d'un Cameroun moderne, où les tensions politiques et sociales demeurent, l'histoire de Samba est une leçon. Elle souligne l'importance de l'unité nationale et de la résilience face aux défis communs. Son sacrifice n'était pas seulement pour son peuple boulou, mais l'idée d'un Cameroun où la justice et égalité pourraient prévaloir. Martin-Paul Samba est plus qu'un héros de la résistance anticoloniale. Il est un symbole intemporel de la lutte pour la liberté. Son engagement, sa stratégie et son sacrifice rappellent que le combat pour l'indépendance et la justice n'est jamais facile, mais qu'il est nécessaire. Aujourd'hui encore, son histoire inspire non seulement les Camerounais, mais aussi tous ceux qui luttent pour un monde où la dignité humaine est respectée. Samba est et restera une icône de courage et de résilience pour les générations futures. Dernier slide. Martin-Paul Samba incarne la transition entre une époque où les Camerounais subissent l'oppression coloniale sans pouvoir s'unir et celle où la résistance active a commencé à s'organiser. Son parcours de militaire formé en Allemagne à chef traditionnel et résistant illustre une prise de conscience politique et une quête de justice pour son peuple. Son exécution, bien qu'un acte brutal destiné à dissuader toute rébellion, a eu l'effet inverse. Samba est devenu un symbole de courage, de dignité et de détermination face à l'oppression. Ses actions ont jeté les bases d'un nationalisme qui inspira les générations futures. Au-delà de son sacrifice, l'héritage de Paul Samba demeure une leçon intemporelle. Il nous rappelle que la liberté s'obtient qu'à un prix d'engagement profond, d'unité et de résilience face aux défis. Sa vision d'un Cameroun souverain reste une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pour la justice et l'égalité dans un monde encore marqué par beaucoup d'inégalités. Martin-Paul Samba est bien qu'un martyr, il est un précurseur, une figure visionnaire dont le rêve d'un Cameroun libre continue de résonner. Aujourd'hui, son nom reste un appel à la mémoire et à l'action, un rappel des sacrifices nécessaires pour construire un avenir fondé sur la justice et la liberté. Samba est et restera une icône de la lutte anticoloniale et de la quête universelle pour la dignité humaine. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci beaucoup, Ange, pour cette magnifique, comme toujours. Derrière le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc je disais pour cet exposé qui est toujours brillant et qui nous rappelle beaucoup de choses sur l'histoire de nos héros.
On va un peu commencer par la fin, c'est-à-dire que tu nous as raconté l'histoire d'un nationaliste pur, d'un héros, d'un martyr camerounais qui a su se sacrifier pour les luttes, en tout cas qu'il pensait importantes. Et comme tu l'as dit, la plupart du temps, il est éclipsé par des figures beaucoup plus récentes. Et le constat est fait que quand on parle de son histoire, on va beaucoup plus retenir les anecdotes, notamment l'anecdote du fameux poire blanc. La question que je poserais, c'est déjà à Marcel, hein, c'est comment finalement on renforce l'enseignement de l'histoire nationale pour inspirer les générations futures. Donc, quelles sont les initiatives que MRC propose pour encourager, comme Martin Samba, un patriotisme qui soit éclairé et une critique qui soit, une conscience qui soit critique chez les plus jeunes, dès maintenant. Alors, je dirais que il y a deux éléments dans ta question. Le premier, ce serait ces figures-là qui ont contribué à écrire l'histoire de notre pays. Comment on fait pour perpétuer leur mémoire? Et le deuxième volet de la question, c'est comment on fait en sorte que, Comment on insuffle ce même patriotisme chez les oui, plus comment on jeunes? fait en sorte que les générations d'aujourd'hui s'engagent de manière à être les héros de demain? Euh, Exactement. euh, la semaine dernière, il y a déjà eu une question à peu près similaire. On a dit qu'il y avait déjà un certain nombre au Cameroun, donc tout n'est pas toujours à jeter tout le temps, mais il y avait déjà un certain nombre de musées qui essayaient de relater, euh, de relater une partie de cette histoire. Il y a le musée maritime à Douala, à Bonanjo. Il y a le musée de l'eau à Sigabonjo, que j'ai pu visiter récemment. Il y a un certain nombre d'autres initiatives. On a rappelé également la semaine dernière, c'était Arnold, que dans le programme du MRC, une fois au pouvoir en 2025, le siège de l'activité économique, ce ne sera pas Yaoundé. Et donc la question, c'est au-delà des ministères et tout, qu'est-ce qu'on fait de la ville de Yaoundé? Et une des réponses, c'est que ça doit être la capitale culturelle d'Afrique centrale, voire même d'Afrique. Et quand on dit capitale culturelle, et là on peut faire le lien également avec les initiatives que Martin-Paul Samba a prises en tant que chef, de contacter d'autres chefs. Il avait des visées, on va dire, nationalistes, mais on peut aussi avoir des visées culturelles. Aujourd'hui, on a des chefferies qui sont, on va dire, des larbins administratifs de l'État, et ce n'est pas leur rôle. Ils doivent avoir une place, les chefferies, et donc les chefs traditionnels doivent avoir une place qui est plus importante dans une partie de l'aide, par exemple, dans la justice coutumière, mais aussi dans la promotion de la culture. Et quand on dit culture, c'est aussi faire la promotion de ces figures. Donc, dans le programme du MRC, du fait de la place de la culture importante, et notamment de la sacralisation de Yaoundé, il y aura forcément cet héritage-là. Le fait que nous, MRC de France, soyons là aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est parce on s'inscrit dans cette lignée. Comment faire pour que demain, les générations actuelles s'engagent de manière à être des héros? Quand vous avez un pays où vous ne pouvez pas critiquer, vous ne pouvez pas dire ben ça ne se passe pas correctement, ça c'est anormal, et qu'on vous renvoie presque au terrorisme, hein, avec certaines lois, vous ne pouvez pas manifester votre mécontentement. C'est ça qui nous garantit d'être sur le chemin de la régression. Si on ne peut pas s'observer, se comparer, voir où on n'est pas bon, on ne peut pas s'améliorer. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui au Cameroun. Donc la première des choses déjà, c'est de dire quel est l'état de la situation. On ose se comparer aux autres, à nos voisins, les pays similaires en taille, le Ghana qui vient d'avoir une élection présidentielle où le camp sortant a reconnu cette défaite avant les résultats de l'organe en charge de la publication des résultats. C'était aujourd'hui. Comme le Sénégal, on a vu son exemple démocratique, comme la Côte d'Ivoire. Ce sont des pays comparables qu'il ne faut pas avoir peur de regarder dans les yeux, même si aujourd'hui on n'est pas bon pour pouvoir se projeter. C'est en se regardant, nous et les autres, qu'on va pouvoir mesurer notre évolution. Et aujourd'hui, on a pas mal de gens qui baissent les bras. Ils disent, moi, je m'en vais. Il y a même des phrases du style,
vendez le pays, là, Oui, vous distribuer les fonds. distribuez. Moi, je prends mes 1000 francs, je pars. Parce que beaucoup de gens baissent les bras parce qu'ils ne voient pas une perspective ou un horizon. L'arrivée du haut pouvoir du MRC est de nature à donner cet horizon, de nous emmener vers la renaissance. Et chacun va s'inscrire et s'engager en critiquant. Si le MRC ou quand le MRC sera au pouvoir, il y a des choses qui ne seront pas bien faites. Et il faudra le dire, parce que c'est ça qui permettra qu'on s'améliore. Et donc, le fait de libéraliser l'économie où chacun peut prendre sa part, le fait de libéraliser les institutions où chacun peut s'exprimer, fait que les Camerounaises et les Camerounais vont s'engager et on a des génies, on en a aujourd'hui là sur le plateau, qui vont pouvoir donner plein libre cours à leur talent et on aura de futurs héros. Donc c'est ça. C'est rendre hommage à ceux qui sont passés, sans tabou, sans peur. J'écoutais encore tout à l'heure, on a eu un président de la République, le premier président de la République du Cameroun actuel, qui n'est toujours pas rentré au Cameroun. Et il n'y a jamais eu une seule fois le drapeau en berne pour ça. C'est parce qu'il ne faut pas avoir peur, que ce soit les nationalistes, il ne faut pas avoir peur du passé. Il faut le regarder dans les yeux pour avancer. D'accord, très bien. Et effectivement, tu as parlé de construire ce cadre un peu idoine pour que les jeunes puissent, en tout cas, voir leur patriotisme à la hausse. Donc, ça passe aussi par la lutte contre, finalement, les injustices. Et on constate que c'était aussi un leitmotiv de Martin-Paul Samba. C'est-à-dire qu'il était naturellement contre toutes les formes d'oppression et d'injustice qu'il avait constatées à cette époque-là au Cameroun. C'est d'ailleurs ce qui a fait en sorte qu'il s'engage dans la lutte de libération de son pays. Alors aujourd'hui, quand on regarde au Cameroun, notamment, on a eu des petites circulaires qui sont passées, notamment sur l'impôt, sur le prix aussi des produits pétroliers. Est-ce que tout ceci, finalement, n'est pas en quelque sorte une injustice sociale pour le Camerounais lambda qui pourrait pousser les gens, comme tu l'as dit, à se dire que bon, moi je m'en vais, vendez le Cameroun, vous me donnez mes 1000 francs. Je pense que c'est une question cruciale qui questionne le rôle de l'État. Le rôle de l'État. Quand on parle d'injustice, l'injustice, c'est quand on n'est pas traité comme on devrait l'être ou quand on estime ne pas recevoir ce qu'on devrait avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Tu parlais on va dire, du matraquage fiscal. Tout le monde a vu l'épisode de la déclaration. Là, il fallait avant, je crois, le 2 décembre, tout le monde devait se déclarer, où les chômeurs vont être assujettis à de la fiscalité. On a vu des exemples. Mais il faut déclarer les poulets de plus de 185 grammes. 180 grammes, oui, et la taxe augmente. Donc avant, c'était exonéré de TVA. Maintenant, il va y avoir de la TVA. Il faut, si on prend par exemple le prix des carburants, ça c'est un sujet qui est, on va dire, crucial parce que le coût des carburants, ça irrigue toute l'économie du Cameroun. C'est avec les voitures et donc le carburant qu'on va chercher les produits agricoles dans les plantations. C'est avec les voitures que les gens se déplacent tous les jours pour aller travailler. C'est avec les voitures qu'on achemine les marchandises du port vers Poussiri ou même vers les autres pays. C'est vraiment crucial. Le Cameroun, l'État du Cameroun a une petite musique autour des subventions où on nous dit l'État subventionne le prix du carburant et c'est une charge énorme et on est obligé de la baisser pour être compliant face à nos engagements auprès du FMI. Moi, je dirais que c'est une blague. Si on a quelques instants, je peux expliquer un peu. Dans le coût du carburant, le coût, voilà, il y a 4 éléments. Le premier, c'est le coût d'importation, c'est-à-dire sur le marché mondial, le super, le gazole ou le pétrole lampant ont un prix. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la marge des acteurs. On a des importateurs, c'est des privés. On a des transporteurs, c'est des privés. Ils ont une marge. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, ce sont les taxes à l'importation et les autres taxes, TVA et autres taxes. Je vais vous montrer la structure des coûts, vous serez surpris.
Et en face, l'État du Cameroun fixe un prix de vente. Il dit, le super, ça se vend à 840. Quand la première colonne de tout cet auto dépasse 840, il compense. Et c'est ça qu'il appelle subvention. Mais cette compensation est inférieure à toutes les taxes que lui-même a mises. Et donc, si vous avez une minute, je vous montre. Oui, si tu peux Parce que le le ministre Motazer a encore fait une sortie cette semaine où il a expliqué que alors je vais prendre cette carte et je vais la mettre ici pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, c'est pour le super 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ce qu'on appelle la subvention de l'État, qui est, comme je vous disais, l'écart entre le prix de revient C'est ce qui est en et bleu. le prix de vente. Non, la subvention, c'est ce qui est là. Et on voit qu'elle est parfois très basse. C'est la même échelle. Donc, on a parfois, ici, elle est élevée parce qu'avec le Covid, à la sortie du Covid en 2022, les prix du baril ont beaucoup augmenté. Donc, le prix d'achat était de 382 dollars sur le marché international. Non, 382 francs sur le marché international pour un litre. Donc, ça avait monté. Donc, le prix de revient a monté. Et donc, la, entre guillemets, subvention a monté. Par contre, en orange, c'est de la subvention. C'est des taxes. En violet, c'est des taxes. Et si on regarde pour le super ou le gazole, on voit que l'État prend tout ça comme taxe, tout ça comme taxe, tout ça comme taxe, et c'est largement supérieur à ce qu'il appelle subvention. Donc, il n'y a pas de subvention des carburants au Cameroun. Il y a parfois des tentatives de compensation du niveau de taxe ultra élevé. Ce n'est pas une subvention. Et même avec ça, vous voyez que, hormis en 2022, sur le super et le gazole, c'était relativement faible. C'est sur le pétrole lampant que la subvention, entre guillemets, est élevée, parce que le prix d'achat est supérieur au prix de vente. On achète à 443 et on vend à 350. Donc là, il y a une réelle subvention. Mais on peut se demander pourquoi il y a autant de consommation de pétrole lampant dans d'autres, pour les ménages, c'est pas pour les entreprises. Dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Si on avait une politique énergétique efficace, où les gens pouvaient trouver de quoi cuisiner, de quoi se chauffer, de quoi avec de l'électricité à bon marché, on n'aurait pas besoin d'importer autant de pétrole lampant et on n'aurait pas besoin de faire cette subvention. Donc tout ça, c'est le résultat d'une politique économique, je dirais, désastreuse. Et un autre point, même sur le prix de vente, c'est-à-dire on fixe à 850, même sur le prix de vente, il y a encore des taxes, il y a encore de la TVA. On vient encore rajouter des taxes sur les 840 francs du super et les 830 francs du gasoil. On vient encore rajouter des taxes. Donc l'État prend des taxes là, il prend des taxes là, et sur le super, il donne une petite subvention et on nous parle beaucoup de subvention. Il n'y a pas de problème de subvention. Et on pourrait donc se dire, qu'est-ce que l'État fait avec... Parce que ça, c'est juste une illustration, mais on prend les taxes aéroportuaires, elles vont passer à 40 000 alors qu'elles étaient à 10 000. C'est fois 4 pour la classe économique. Et on n'a pas parlé des destinations, ça veut dire que même pour aller à Bangui, même pour aller à Malabo, c'est 40 000 que ça va coûter. Je ne sais pas pour les déplacements nationaux, mais pour sortir du pays, c'est 40 000 que ça va coûter par billet en classe éco. Plus de 300 000 en classe business. On a parlé des taxes sur le poulet, c'est à l'avenant. Et donc, on pourrait se demander, OK, vous prenez des sous, mais c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que vous... on nous parle de comparer avec d'autres pays, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, Alain Serge, le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'État? Donc là, vous avez la loi de finances 2024, donc pas celle de l'année prochaine qui est en discussion, celle qui a été votée l'année dernière et qui s'appliquait pour 2024. Elle est là. Donc, vous comparez entre Bleu Ciel 2023 et 2024. On voit que le premier poste de dépense, c'est le remboursement de la dette. C'est la charge de la dette. C'est pour ça que le FMI nous court après. Transformons ça. On s'endette pour faire quelque chose. Donc, on fait quoi avec? Et là, on regarde les autres postes. Les charges de personnel, c'est la même chose que les investissements. Les charges de personnel, c'est la même chose que les investissements. Est-ce qu'on pilote bien nos ressources humaines? Le ministre de la fonction publique s'est targué il y a quelque temps
d'avoir radié plusieurs milliers de fonctionnaires fictifs. Sa méthode, c'est laquelle? Il dit, venez pointer, sinon on va vous radier. Ça veut dire que la preuve qu'on travaille, c'est qu'on pointe. Ce n'est pas ce qu'on produit, c'est ce qu'on pointe. C'est un peu comme si vous avez un chantier, vous voulez 1000 papins, vous prenez 4 personnes et vous leur dites, je vais vous préparer à manger. Mais la preuve pour que je te donne à manger, ce n'est pas que tu me fasses 250 papins, c'est que tu viennes pointer. Les papins, on ne regarde même pas. C'est comme ça qu'on pilote nos ressources. 1400 milliards, c'est les dépenses de personnel direct. Et on en retrouve ici. Avec cet argent, si on applique par exemple le programme du MRC sur la e-administration, sur le pilotage des livrables, il y a des moyens de faire des économies et de redistribuer cet argent vers des postes plus productifs. Par exemple, vers l'agriculture. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a une politique d'import-substitution de plus de 140 milliards par an avec des résultats négatifs. Donc, on produit moins et on dépense beaucoup pour rien. Si on avait une allocation optimale des ressources, on aurait des résultats complètement différents au Cameroun. Donc là, c'est quand on parle d'injustice vécue, et là, je ne parle même pas d'emprisonnement, d'arrestation à liberté. Oui, à ce niveau, c'est déjà d'injustice économique. Ouais. Vous voyez que une politique différente produira des résultats différents. Même sur le prix du carburant, on aura des résultats différents. J'ai été un peu long. Oui, mais ça valait le détour. Et de toute façon, les personnes en commentaire ont souhaité qu'on fasse ce détour. Moi, j'aimerais qu'on reparte sur donc Martin-Paul Samba, qui finalement a été intégré à l'administration coloniale allemande et a été formé à leur méthode, a été formé à leur façon de faire. Et à un moment, Ange l'a mentionné, il a senti une dissonance entre son éducation militaire et ses valeurs. C'est-à-dire qu'entre les valeurs qui lui avaient été conférées par son éducation chrétienne et l'éducation militaire, en tout cas ce qui était demandé de lui à ce moment-là, il l'a senti un fossé. Et aujourd'hui, quand on voit certaines actions de nos forces armées, on se pose la question à savoir quelles sont les valeurs qui animent ces personnes-là dans leurs actions courantes. Et surtout, moi, la question que j'aimerais poser, parce qu'on a déjà une idée des valeurs qui sont les leurs, hein, quand on voit comment les civils sont traités par ces personnes-là qui sont censées protéger le peuple. On a le cas de Longuet, on a un avocat, enfin, on a plein de cas. La question pour la MRC serait de savoir quelles seraient les valeurs en tout cas, quel est le plan, qu'est-ce qui est prévu pour transformer finalement cette force militaire en ce qu'elle était prévue d'être, une milice républicaine au service du peuple. La question est toujours pour moi. Oui. Sauf si moi, je ne veux pas être généralisant. Je ne veux pas utiliser milice du peuple, tout ça. Je ne veux pas dire ça. Ce que je vais dire, c'est que tout le monde constate des exactions. Exactement. Je pense qu'il y a principalement 3 raisons pour lesquelles on entre dans la fonction publique ou globalement au service de l'État. La première, c'est naïvement, un peu comme Martin-Paul Samba, c'est-à-dire que d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut dire Mbanga Mbono ou bien Martin-Paul Samba, puisque c'était son. Je te dis que c'est ton. Dans lui, il a grandi, il était brillant, on l'a pris, il a vu la lumière, il a continué le parcours et un jour il s'est réveillé. Dans lui, il entre naïvement, il ne se pose pas de questions. C'est le cas de beaucoup de gens. Il faut faire le concours de la police, de machin, ils vont faire. C'est parce que c'est juste ça. Il y a la deuxième catégorie des gens, c'est ceux qui entrent par intérêt. C'est ceux qui sont là par intérêt. Je suis à un poste où je vais pouvoir je vais pouvoir couper. Parfois, je ne veux même pas monter parce que c'est en bas qu'il y a le business ou le gombo, donc je veux rester là. Donc ça, c'est les gens qui sont là par intérêt. Je ne vais pas citer... Non, je ne vais pas citer de nom, mais on peut voir ça typiquement chez les ministres, hein, chez certains ministres qui étaient auparavant qui ont fait campagne en 2011 dans l'opposition, voilà, et qui sont aujourd'hui au gouvernement. Et le troisième, c'est ceux qui entrent avec la conviction que c'est le moyen d'agir, peut-être le moyen à un moment donné, ou le moyen dans l'absolu. Ils peuvent se tromper, mais c'est leur conviction. Et donc, il y en a beaucoup aujourd'hui dans le système qui sont là parce qu'ils ont la conviction qu'il faut agir de l'intérieur, ils ont plein de difficultés, mais donnons-leur le bénéfice du doute.
je peux citer l'exemple d'un policier, moi qui est unanimement apprécié dans la ville de Douala, on l'appelle Amot. Donc, je pense que les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Ben Sikin, eux ne vont pas dire que lui, c'est un vendu. On avait fait un petit travail sur, à l'époque, des espèces de figures modèles dans la société. On avait pu travailler sur lui, on avait vu ça. Par contre, comme je disais, il y a des exactions. Il y a eu des exactions en 2016 sur les avocats et les enseignants du NOSO. Il y a eu des exactions récemment sur Maître Tamfou. Il y a d'autres exactions. La question est, dis-moi comment tu réagis face aux exactions, je te dirai qui tu es en tant que système. Et aujourd'hui, on a malheureusement un système qui ne sanctionne pas les exactions, voire parfois les encourage. Quand quelqu'un dit « je vais te faire arrêter », c'est-à-dire ce n'est même pas des motifs politiques, c'est quelqu'un qui dit « je vais te faire arrêter » et il va voir… Je te relance, Marcel. Oui. Je me permets de te relancer au-delà de la réaction du système face aux exactions. Si on va un peu plus en amont, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une faille au niveau de la formation de ces personnes-là, de ces forces armées-là, notamment sur les droits des citoyens qu'ils sont censés protéger, la formation, l'intégration, au-delà de la réaction suite, parce que bon, que le système réagisse ou pas, le mal est déjà fait. Donc, comment est-ce qu'en amont, on s'assure que ça ne se produise même pas? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que il y a des cas où je pense que des gens reçoivent des consignes pour faire, qui viennent de tout en haut. Faites ci, faites ça, notamment pour les motifs politiques, quand le MS a organisé ses marches. Bon, je pense, hein, c'est une opinion. Mais il y a des cas où c'est le système qui laisse faire et chacun fait comme il veut. Donc, pour prévenir ça, c'est aussi le système qui doit se transformer. Et ça, c'est la politique. Si on prend par exemple le programme politique du MS, c'est quand on parle d'une justice indépendante et forte, de la lutte contre la corruption. Si on a une vraie lutte contre la corruption, si on a une vraie justice indépendante, il y a tout un tas d'exactions qui ne seront pas possibles. C'est-à-dire que même si le fonctionnaire lambda décide de faire quelque chose, le système va le rattraper. Aujourd'hui, le système ne le rattrape pas. Parfois, l'encourage. Quand on lui demande de faire remonter telle somme, on l'encourage à faire ça. Donc, c'est un changement systémique qui, au-delà des cas particuliers des individus, peut produire des résultats différents. Donc, c'est vraiment systémique. Donc, et on est d'accord, et Mara aussi, c'était ça le sens de ta question. Aujourd'hui, on n'est pas dans un système qui lutte, qui vise à combattre les injustices. Le Cameroun est passé il n'y a pas longtemps à l'ONU pour discuter de la situation des droits de l'homme. Les classements montrent qu'on n'est pas bien classé. Je crois qu'on est dans le top 10 des pays avec le plus de tortures. Et ce n'est pas un nouveau passage, c'est-à-dire que sur le site du ministère de la Justice, chaque année, enfin pendant longtemps, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 ans sans le rapport, mais il y avait un rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, avec les injonctions que le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU faisait au Cameroun. Par exemple, pour les militants du MRC, le Cameroun a été condamné en disant que c'est de la détention arbitraire. Il ne les a pas libérés, il ne les a pas dédommagés, mais il y a plein d'autres cas de particuliers qui suivent ça. C'est documenté, hein, c'est sur le site du ministère de la Justice. Par contre, il n'y a rien qui est fait, ou pas suffisamment. Oui, très, très, très clair. Donc, quand je parlais donc de la dissonance entre l'éducation militaire que Martin-Paul Samba reçoit et ses valeurs, finalement, face à cette dissonance, il décide de prendre acte. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'il a utilisé, Ange l'a mentionné, tout ce qu'il avait appris auprès des Allemands pour le retransmettre à d'autres jeunes. Je parle en termes de savoir militaire pour les former à l'art militaire. Donc, on voit quelque part que c'est quelqu'un de la diaspora qui a su transmettre ce qu'il avait appris à l'extérieur dans le but de mettre ça à profit de sa cause. Aujourd'hui, quel est, selon le MRC, le rôle que jouera la diaspora au sein de son pays, en tout cas pour son rayonnement, pour sa renaissance et surtout pour son développement? Dans la diaspora, c'est plusieurs aspects. C'est un rôle clé. Hein. Il y a d'ailleurs dans le chantier 5 la place que la diaspora, dans le programme du MS, la place que la diaspora occupe est très, très importante. La diaspora, c'est d'abord des droits.
qui aujourd'hui ne sont pas là, comme la double nationalité qui sera votée. La diaspora, c'est aussi du potentiel, des potentialités pour le Cameroun, les Camerounaises et les Camerounais qui vivent au Cameroun. Les gens qui vivent en diaspora sont, pour beaucoup, enfin pour un certain nombre d'entre eux, ont des compétences, ont un certain niveau de formation, ont un vécu professionnel avec un niveau de plateau technique. On peut parler de la médecine, par exemple. Le docteur O'Connor en parlait tout à l'heure. Ce sont des compétences qu'on doit pouvoir utiliser. Aujourd'hui, on a plein de professionnels, notamment dans la médecine, qui ont voulu rentrer faire des choses au Cameroun, mais qui ont dit non, finalement, c'est pas possible. Parce que on parlait tout à l'heure de la justice, on parlait de corruption, et on parlait de système qui ne veut pas le bien des Camerounais. Donc, il y a plein de Camerounaises et de Camerounais qui sont à l'extérieur, qui veulent aller faire des choses dans leur pays, mais qui aujourd'hui renoncent, ils préfèrent aller en Côte d'Ivoire, ils préfèrent aller ailleurs. Il faut qu'on crée le cadre pour que ces gens librement viennent investir dans ces gens et d'autres. Puisque si les Camerounais vont en Côte d'Ivoire, il faudrait que des Tchadiens, des Maliens, des Ivoiriens viennent aussi investir demain en Côte d'Ivoire parce qu'ils auront vu des conditions qui sont propices. En termes aussi, dans le programme du MRC, on parle aussi un fonds souverain de la diaspora où l'idée de capter les capitaux qui peuvent être en diaspora plus importants, dans la diaspora plus importante, pour financer l'économie, pour servir d'aide à financement des projets des gens qui seront mieux formés, qui seront mieux protégés en termes de justice, où leur business pourra se développer parce que les infrastructures seront de meilleure qualité. Il manquera juste le financement. La diaspora aura aussi un rôle à jouer dedans. Je mets un peu d'argent et je sais que j'ai le système et l'environnement économique qui me permettra d'avoir un retour sur investissement. Ce sont des conditions qu'aujourd'hui on n'a pas. On n'a pas et on est dans la situation de base dans laquelle on est. Et peut-être une extension, parce qu'on a dit Martin Luther King, il a travaillé avec les Allemands et après il a commencé à... Paul Samba. Martin Paul Samba. Martin Luther King. Martin Paul Samba. Je ne sais pas si ce que Martin Luther King a fait avec les Allemands. Donc, Martin Paul Samba a travaillé avec les Allemands. Après, il a essayé de collaborer avec les Anglais et les Français pour atteindre ses intérêts. Malheureusement, dans pas mal de nos pays aujourd'hui, on est dans un truc dichotomique hérité de la colonisation. Nous, surtout dans l'Afrique francophone, on dit la France, anti-français, machin. Et du coup, par réaction, la solution miracle, c'est la Russie. Ce n'est même plus la Chine, c'est la Russie, par la solution miracle. Le professeur Kamto, dans ses sorties du lundi, que vous pouvez consulter sur sa page, il a eu une dizaine de pensées, c'est comme ça qu'on les appelle, les pensées de Maurice Kamto, sur le rôle d'un État et ses relations avec les autres pays. Et il a dit notamment, on ne peut pas agir en fonction d'émotions. On ne peut pas dire, ah, tu m'avais tapé, je vais te rendre. Non, ce n'est pas comme ça qu'un État doit agir. L'État doit se dire, quels sont mes intérêts et comment je fais pour atteindre mes intérêts. Paul Biya, l'une de ses rares mini-interviews, je crois que c'était sur le parvis d'un aéroport, avait dit, le Cameroun n'appartient pas à la France, ni à la Chine, ni à tout. Il y a la place pour tout le monde. Donc lui, il conçoit les relations comme les gars, venez manger. Nous, ce qu'on dit, c'est venez manger notre pays. Nous, ce qu'on dit, c'est que nous devons dire, nous, on va aller manger. On parle par exemple en ce moment de Mercosur, l'accord entre l'Amérique latine et l'Europe. Nous, en Afrique, on devrait, en Afrique, au Cameroun, on devrait se projeter comme ça. Alain Sage demandait une comparaison. Je vais vous en donner une petite dernière. Oui, parce qu'il y a d'autres questions aussi qu'on doit adresser. Là, vous voyez mon écran, ce sont les accords. Ça a l'air d'intéresser plusieurs personnes, à voir si un webinaire dessus vous intéresserait ou un live spécial économique. Là, ce sont les accords bilatéraux de 4 pays. Le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas par hasard que je l'ai cité tout à l'heure. Si on prend par exemple le Cameroun, il a des accords bilatéraux avec ces pays. Il n'a pas d'accord avec l'Inde, par exemple. Alors, ni avec des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil. Alors que
si on parle par exemple de banane plantain, il y a eu un match de foot hier autour de la banane plantain. On devrait avoir un certain nombre d'accords avec ces pays, avec l'Inde, parce que ce sont, plutôt que de parler de France ou de Russie, voilà les pays qui ont des trajectoires similaires aux nôtres, qu'on peut aller regarder et collaborer pour plus d'efficacité au Cameroun. Mais on ne le fait pas. On est dans des chimères. Et c'est ça que nous, on dit au MRC, c'est de regarder. Si je prends la Côte d'Ivoire, qu'on traite souvent de vendus, ils ont, non, ça c'est le Ghana, ils ont d'autres accords plus intéressants. Ils ont la Malaisie. Si je prends le Sénégal, même le Sénégal, ils sont un peu plus répandus que le Cameroun. Ils ont plus d'accords que le Cameroun. Et si je prends la Côte d'Ivoire, on voit, ils ne sont pas que, comme on dit, en Europe ou en France, ils sont aussi partout. C'est une vision stratégique de leur développement. Et donc, c'est ça qu'on doit avoir, et c'est ça que Martin Paul Samba nous apprend aussi, c'est-à-dire, je m'allie avec ceux qui m'aident à atteindre mes intérêts. Je ne suis pas là pour pleurer sur la colonisation, je ne suis pas là pour chercher des amis pour parler mal de ceci ou de cela. Je cherche mes intérêts. Et c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce que le MRC fera une fois qu'il sera au pouvoir. Très bien. On a une question de Hilaire Demeaux qui demande: peut-on finalement servir un système qui n'a d'intérêt que ses propres intérêts égoïstes? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ange, n'hésite pas si tu veux répondre à notre cher téléspectateur. Marcel, tu veux peut-être... Moi, je dirais rapidement que quand on dit servir un système, ça veut dire peut-être faire son devoir de citoyen, par exemple payer ses impôts, ou être fonctionnaire et faire son travail. On a dit que dans les fonctionnaires, il y en a qui viennent avec les meilleures intentions et qui essaient de bien faire leur travail. À ceux-là, ces deux catégories, on dit oui, il faut le faire. Par contre, quand vous constatez que le système, entre guillemets, que vous servez ne sert que ses propres intérêts égoïstes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le virer aux prochaines élections. C'est ce qu'on fait. Donc, vous le virez pour mettre en place un système qui ira vers les intérêts du peuple. Et si ce système-là ne le fait pas, vous le virez également. C'est ce qu'on vient de voir au Ghana. Donc, le MRC et c'est aussi un changement avec une différence avec Martin Paul Samba, qui lui, il avait choisi la rébellion armée. Le MRC, lui, dit le changement dans la paix, il part les urnes. Et une fois qu'il sera au pouvoir, ça répond également à Alain Serge qui dit on a boycotté les élections. On parle de 2025 et de la victoire en 2025. Donc, si le MRC ne fait pas ce qu'il dit, il faudra l'enlever aussi aux prochaines élections. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Surtout, je pense que, en tout cas, j'espère que la question n'a pas été posée dans la résignation, parce que la résignation, c'est ce qui va finalement renforcer ce système. Et surtout, on ne sert pas un système, on sert la nation, en tout cas en tant que citoyen. Et donc, un système qui ne sert que ses propres intérêts, c'est un système qui trahit le peuple. Parce que notre Constitution, dans son deuxième article, le précise, hein, la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce via le président de la République. Donc, je dirais comme Marcel, hein, chaque Camerounais doit servir la nation. Et servir la nation passe par le changement, qui peut sembler lent, qui peut sembler difficile. Mais donc, vous pouvez servir la nation en exerçant votre suffrage universel qui vous est conféré par la Constitution camerounaise, en vous inscrivant, en votant, et plus tard en surveillant et en défendant votre vote pour que vous ayez en tout cas le système que vous méritez, un système qui ne sert pas ses propres intérêts. Voilà. Donc, s'il n'y a pas... J'ai encore des éléments toujours sur la performance de l'économie camerounaise par rapport aux autres, hein, et qui permettront de répondre aussi. Alors, Ange, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou pas du tout? Dis-moi. Nous sommes... ouais. Oui, sur les trois sujets militaires, manque de sanctions face aux violences de nos forces de l'ordre. Et bien évidemment, sur cette question de savoir si on sert notre pays ou si on doit servir notre pays ou pas. Bah, d'abord, oui, en rejoignant la fonction publique, on rejoint d'abord le projet qui nous est proposé. Mais j'ai envie de faire cette petite différence avec l'armée dans le sens où, en rejoignant l'armée, on ne rejoint pas juste la fonction publique, parce que la fonction quotidienne du militaire, c'est de défendre sa population et non de la violenter.
Euh, il est pas un secret pour tous qu'au sein du régime actuel, il y a euh, un manque de répression ou un manque de châtiment face à certains comportements qui sont clairement intolérables. Pour faire un petit parallèle, vu que c'est le cas depuis le début de l'émission avec un autre pays européen, en 2023, en février 2023, il y avait un accident de train en Grèce. C'était un train commercial avec des passagers et un train de fret qui sont entrés en collision et dont l'accident a causé plusieurs morts. La décision du ministre des Transports grec au soir de l'accident a été de remettre sa démission publiquement. À l'inverse, au Cameroun, euh, après l'assassinat de Martina Zogo, où clairement notre ministre de la Justice a été, on l'a tous vu, impliqué par des médias comme TV5 Monde et Journal sans frontières. Euh, du point de vue de l'État du Cameroun, il n'y a pas eu de sanctions véritables à l'encontre du ministre de la Justice. Il n'y a pas eu de mise en examen ou de mise en cause, en tout cas officielle. Et on l'a vu aux côtés du président au jour de son anniversaire, juste quelques semaines après l'assassinat de Martinez Zogo, dont il semble être impliqué, d'après ces médias, limite couper son gâteau. Donc ça trahit clairement le manque d'impunité qui peut exister au sein du régime. Par la suite, comme Emma Rose l'a dit, notre constitution l'a bien mentionné, nous donnons le pouvoir au président de nous administrer. Donc la question ne se pose pas de savoir si notre devoir de citoyen, nous devons l'accomplir. C'est un droit, c'est une obligation. Nous devons voter, élection présidentielle, élection législative. C'est un devoir que nous devons appliquer, que nous soyons en phase ou d'accord avec le régime ou pas. Maintenant, ayant constaté que le régime ne semble pas faire ce pourquoi il nous avait promis pour gagner notre confiance, il est de notre devoir justement de changer cela en n'accordant plus notre vote à ce régime que nous n'aimons pas et tout simplement en essayant de voir ailleurs si d'autres personnes ne pourraient pas nous apporter ce que nous manquons avec le régime en place. Voilà pour ce que je pouvais dire sur ces trois sujets. Très bien, merci. Alors, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Monsieur Alain Serge, donc la double nationalité et d'autres lois seront votées comment alors que le MRC a boycotté les élections législatives? Donc, je pense que ça rejoint un peu ce que Marcel et ce que Ange ont dit, hein, c'est-à-dire que nous sommes citoyens, nous avons la souveraineté et nous avons le devoir de choisir les dirigeants que nous souhaitons pour notre pays. Si Monsieur Alain Serge, la double nationalité ou d'autres lois sont des sujets qui vous tiennent à cœur, à vous, en tant que citoyen, de porter ce devoir, de choisir la meilleure personne qui pourra vous apporter cela. Il faudrait qu'on ne tombe pas dans du messianisme politique où on s'assoit chez soi et on attend qu'un parti, ou du moins une personne, puisse tout faire. Donc, ayant nos propres idéaux, je ne pense pas que Martin-Paul Samba, et c'est pour ça que c'est bien d'apprendre des personnages historiques, je ne pense pas que Martin-Paul Samba ait attendu que quelqu'un vienne pour faire sa lutte. Donc, il est parti d'un constat et il s'est engagé. Et contrairement à Martin-Paul Samba, qui a dû sacrifier sa vie, vous pouvez sacrifier votre vote, voilà, vous pouvez sacrifier de votre temps pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez sacrifier de votre énergie pour consulter les programmes politiques des acteurs qui sont sur la scène. Et une fois que le choix est fait, vous cherchez quel parti politique porte les mêmes valeurs que vous et vous vous engagez pour le voter, pour après surveiller et défendre votre vote. Donc, il n'y a pas de messie, il n'y a pas de parti messianique, en tout cas au Cameroun, qui viendra tout sauver. Nous, le peuple, nous sommes souverains. Donc, c'est la réponse qu'on peut apporter à Monsieur Alain Serge. Donc, je pense qu'on va conclure et en tout cas... Je tiens quand même à dire quand même que Alain Serge est un fidèle auditeur et donc on le remercie de sa fidélité. Bien sûr. Et il faut, moi j'encourage les questions, il faut, donc John Sena, il faut laisser... Oui, non, nous sommes ouverts aux questions. Hein. Franchement, en tout cas, j'espère que Monsieur Alain Serge a eu
la réponse à sa question. Juste pour boucler cet épisode qui était très intéressant. Donc, finalement, ce qu'on retient, en tout cas de l'histoire de Martin-Paul Samba, c'est un patriotisme, un nationalisme sans faille qui a fait en sorte qu'il mobilise toutes les ressources qu'il avait à sa disposition, donc notamment le fait de créer des liens, de chercher des alliés pour sa lutte et aussi de transmettre ce que lui, il avait appris pour le mettre au service de sa lutte et finalement de s'engager et de payer le prix fort. Donc, j'espère que vous avez été inspiré par cela. Marcel, moi, quand même, un petit mot avant deux petits mots avant de terminer. Donc, la première, c'est que on a vu que Martin-Paul Samba, il a commencé à réagir en 2011 et il est mort en 2014. C'est-à-dire qu'en 3 ans, il a laissé sa trace dans l'histoire, en 3 ans. Les élections, c'est en octobre 2025, c'est dans 10 mois. Il faut que ceux qui nous écoutent maintenant et puis ceux qui vont nous écouter en replay, ils s'engagent aussi à laisser leur trace dans l'histoire. Il n'y a jamais de temps, assez court pour ça. Il faut vous engager, il faut qu'on s'engage. Sinon, nous voulons le changement, si nous voulons la renaissance de notre pays. Même s'il reste un mois, il faut y aller. Il y a toujours le temps. La deuxième chose, parce que c'est important, et on est un peu en avance par rapport aux dernières semaines, je vais quand même refaire une digression parce qu'il y a eu la question de quand on parlait de l'économie et de comparer le Cameroun, je vais quand même remontrer un certain nombre d'éléments. Si vous les voyez, là, c'est un travail qui a été fait en comparant un certain nombre de pays. Donc, vous voyez, il y a le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, la RDC. Et puis, dans chaque graphique, il y a le meilleur en Afrique. Donc, ça peut varier. Selon l'indice, ça varie. Vous avez l'évolution du PIB par habitant. Et ici, c'est un focus quand on enlève les deux premiers, le Gabon et le meilleur, là. Et donc, on voit que le Cameroun, il stagne carrément. Il est en train de se faire attraper par le Sénégal et il s'est carrément fait décoller par d'autres pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le PIB par habitant. Si vous regardez l'évolution de l'indice de développement humain, le Cameroun n'est pas dans le top, même s'il est au-dessus d'un certain nombre de pays, dans ceux de l'exemple. L'indice de corruption, le Cameroun est dans les derniers, dans cet échantillon de pays. Et là, c'est le focus sur l'indice de corruption où ça décroît, ça s'arrête en 2021. Ça, c'est toujours pour les comparaisons. Sur l'économie, le taux d'alphabétisation, où c'est peut-être une légende urbaine, mais on a tendance à penser que au moins au Cameroun, les gens sont bien formés, ils ont une bonne alphabétisation. On a tendance à penser ça. Il y a beaucoup de pays qui sont devant nous et il y a des pays qui nous ont drastiquement dépassés dans les 10 dernières années. Si on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, ils partaient de loin et aujourd'hui, ils sont devant nous. Ça, c'est des données internationales, hein. C'est pas d'un pays en particulier. La qualité des infrastructures routières, ça, c'est en 2019. Quand on va refaire le classement de 2024, je laisse chacun imaginer où le Cameroun sera situé. En 2019, on n'était déjà pas dans les premiers. En 2024, ceux qui voient les routes du Cameroun, l'infrastructure énergétique, l'infrastructure de l'eau, je vous laisse conclure. Et puis, sur l'accès à l'eau potable, on n'est pas dans les premiers. On est dans les derniers. L'accès à l'électricité, on n'est pas dans les premiers. Sur le domaine de la santé, l'espérance de vie, on n'est pas dans les premiers. Le nombre de médecins par millier d'habitants, on n'est pas dans les premiers. Là, c'est le focus sans le meilleur en Afrique. On voit qu'on est très faible, 0,19 pour 1000 habitants, alors qu'en Côte d'Ivoire, au Ghana, on a de meilleurs scores. Ghana, c'est un pays comparable au Cameroun. L'évolution de l'espérance de vie, ça progresse comme les autres, mais on n'est pas dans les premiers, encore une fois. La santé, la mortalité infantile, moins de 5 ans, 1000 enfants sur 1000 enfants, on n'est pas dans les premiers, on a plus que les autres. La mortalité, je vous disais la dernière fois qu'il y a 4000 femmes qui meurent chaque année au Cameroun en donnant naissance, on n'est pas dans les premiers. L'industrialisation, on est premier en rien. Quand on se compare à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigeria, la RDC, le Sénégal et le Tchad. Je n'ai pas cité les pays les plus développés du monde. On n'est pas dans les premiers. Il faut qu'on en ait conscience pour activer, pour aller vers la renaissance du Cameroun. Il faut surtout qu'on creuse. Je propose que ça fasse, en tout cas, quand je vois un peu dans les commentaires, que ça fasse même carrément l'objet d'un live où on pourrait analyser cette situation-là
avec du coup la bonne comparaison avec des pays qui sont similaires à nous pour creuser. Il paraît que c'est toi, Marc Brice, donc tu vas nous organiser ça. Oui, je vais sélectionner les bons joueurs pour ce live et avec plaisir d'en discuter. Donc, je précise juste par rapport à Monsieur Olivier Ngo qu'on propose effectivement aux auditeurs qui souhaitent de pouvoir nous rejoindre sur le plateau. C'est proposé à chaque début. Donc, n'hésitez pas pour les prochaines fois à nous faire savoir si vous voulez monter pour échanger avec nous. Et on vous enverra le lien pour vous connecter et vous pourrez poser vos questions de vive voix et on interagira. Donc, Marcel, je te laisse conclure. Toi qui as tout dit ce soir, je te laisse conclure et on va s'en aller. Oui, alors la vie de Martin Paul Samba, j'ai encore failli dire. Ce n'est pas Martin Luther King. De Mbonga Mebono, la vie de Mbonga Mebono nous donne énormément de fils à tirer avec notre présent, avec la situation de notre pays, avec ce qu'on peut faire. Il y a des sujets qu'on n'a pas abordés. On n'a pas parlé de la place de la science dans l'éducation. On n'a pas parlé de la semaine dernière, on a parlé un peu de la médecine traditionnelle. On n'a pas parlé vraiment en détail du rôle des chefferies traditionnelles. Donc, c'est vraiment un grand enseignement. On a beaucoup de retours sur l'émission qu'on fait. On dit n'hésitez pas à nous donner des figures qu'on va creuser, on va développer. La semaine prochaine, rendez-vous dimanche à 20h, comme d'habitude. Soyez nombreux pour qu'on puisse creuser notre histoire pour pouvoir construire la renaissance de notre pays. Qui nous concerne tous et toutes en tant que citoyens. Merci Marcel et merci à tout le monde. On se retrouve donc dimanche prochain à la même heure et voilà, au plaisir de vous retrouver et d'interagir avec vous comme d'habitude. Merci. Salut.